Chapitre 1. Le Titan d'argent de Titan. Sous le regard froid de Saturne se trouve Titan, une lune voilée par la tempête, l'ombre et le silence. Peu de gens connaissent sa véritable raison d'être. Plus rares encore sont ceux qui ont vu sa surface et qui ont vécu pour en parler. Pour la galaxie extérieure, ce n'est qu'un autre rocher stérile dans un système plein d'anciens mystères. Mais dans les voûtes les plus profondes de Titan, dans les cathédrales taillées dans la pierre psychique et dans les couloirs gardés par d'anciens rites, bat le cœur de l'un des ordres les plus secrets et les plus sacrés de l'Imperium, les Chevaliers Gris. Là, dans le sanctum du chapitre, éclairé par une flamme éternelle et enveloppé de couches de silence que même la pensée n'ose pas percer, un seul nom résonne plus fort que tous les autres. Non pas parce qu'il est prononcé, mais parce qu'on s'en souvient. Kaldor Draigo, grand maître suprême des Chevaliers Gris, parangon de la volonté de l'empereur, un homme forgé dans le silence, couronné par la guerre et englouti par la légende. Son histoire ne commence pas dans le feu et la bataille, mais dans le silence des grandes salles de Titan, des salles où chaque pierre est marquée par un sacrifice, où chaque serment est encore entendu comme s'il avait été prononcé hier. Parmi ces passages sacrés, l'héritage de Draigo n'est pas gravé dans les mots, mais dans la révérence. Aucune bannière n'évoque son histoire complète. Aucune statue n'ose dépeindre son destin final. Et pourtant chaque chevalier gris porte son nom comme une litanie, un bouclier non pas d'acier, mais de mémoire. Draigo n'est pas né pour le mythe. Il l'a gagné, un acte impossible à la fois. Il a gravi les échelons des chevaliers gris, avec la discipline implacable d'une âme épargnée par la peur. Sa lame ne se contentait pas de frapper juste, elle mettait fin aux batailles. Sa voix, bien que rarement élevée, portait le poids d'un commandement qui n'avait pas besoin d'être répété. Il n'était pas bruyant. Il était inévitable. Au combat, la présence de Draigo changeait la donne. Là où d'autres se battaient, lui se défaisait. Les démons tombaient devant lui, non seulement dans la mort, mais aussi dans le déni, leur essence même se dispersant, comme si le Warp lui-même reculait devant son nom. Sa puissance psychique était vaste, mais mesurée. Son maniement de l'épée était impeccable et fluide. Mais par-dessus tout, c'est sa volonté qui l'a marqué. Il a affronté des créatures qui ont massacré des mondes entiers. Il a défié des seigneurs du Warp, non pas en tant qu'égal, mais en tant que chasseur. Et il n'a pas bronché. Là où une compagnie de Space Marines aurait pu faiblir, là où même un cadre de Terminator aurait pu être submergé, Draigo s'est tenu seul et a tenu bon. Mais ce n'est pas seulement la victoire qui a construit sa légende, c'est la manière dont il l'a obtenue. Sur le monde de la peste de Golus Prime, où la pourriture de Nurgle s'était infiltrée dans le sol, Draigo ne se contenta pas de bannir le prince démon qui régnait sur les masses corrompues. Il a gravé son nom dans le cœur du monstre avant de le rejeter dans l'Immaterium. Ce n'était pas une vantardise, un message. Il était venu, il ne voulait pas partir, et le Warp se souviendrait de lui. Pourtant, malgré tous ses triomphes, Titan parle de Draigo d'une voix adoucie par le chagrin. Car il n'est pas mort dans une bataille glorieuse. Il n'est pas tombé sous les lames ennemies ou dans une embuscade tendue par un traître. Il a été enlevé, entraîné dans le Warp corps et âme, au cours d'une bataille si féroce que même les archives tremblent à l'idée de la raconter. Depuis ce moment, il marche dans l'Immaterium. Pas comme un cadavre, ni comme un fantôme, mais comme une présence. Des histoires, trop nombreuses pour être des coïncidences, font état d'un guerrier argenté apparaissant au cœur de tempêtes impossibles, brandissant une épée incandescente de fabrication ancienne, brûlant de runes qu'aucun ne peut traduire. Il arrive lorsque l'espoir s'effondre,
Il frappe et les démons se flétrissent, et puis il disparaît. Les chevaliers gris appellent ces moments les échos de Draego. Ils ne savent pas s'il est vivant, mais ils ne doutent pas qu'il se batte. Pour eux, Draego n'est pas un passé. Il continue. Il est le frère qui tient toujours la ligne, mais à un endroit que personne d'autre ne peut suivre. Son nom est gravé dans leur rite sacré. Ses actes sont tissés dans leur liturgie. Chaque nouveau chevalier qui revêt l'habit d'argent apprend à connaître l'homme qui se bat encore dans les royaumes où le temps se courbe et où les dieux crient. Dans la salle du souvenir, sous le cœur de Titan, une chambre est bordée de stèles, chacune portant le nom d'un héros tombé au combat. Une niche, cependant, reste ouverte. Elle brille faiblement, touchée par des signes plus anciens que la mémoire. Aucune inscription ne la marque, aucune relique n'y repose. Elle attend. Pas de confirmation, mais pour le retour, car dans le cœur des chevaliers gris, Draego n'est pas perdu. Il est là, combattre les démons au-delà de la mort, résister sans fin à la folie. La clarté dans un monde de mensonges, et chaque fois qu'un chevalier gris s'engage dans la bataille, il porte un fragment de cette flamme, un éclat de cette volonté impossible, non pas pour être Draego, mais pour l'honorer, pour se souvenir que quelque part, dans l'obscurité, derrière le voile, un seul guerrier tient encore bon, non pas pour la gloire, non pas pour la vengeance, mais parce qu'il le doit. Titan n'oublie pas ses héros, surtout ceux qui refusent de tomber. Et Draego, grand maître suprême, guerrier éternel, titan d'argent du mythe, n'a jamais cessé de se battre. Avant que les tempêtes ne l'emportent, avant qu'il ne devienne une légende errant dans l'immatérium, Kaldor Draego était un frère parmi les frères, élu, peut-être, mais pas encore un mythe. Et durant ces dernières années sur Titan, avant sa disparition, une relique a défini le poids de son destin, l'épée de Titan. L'épée de Titan n'est pas une arme ordinaire, même selon les critères des chevaliers gris. Elle n'a pas été fabriquée, elle a été consacrée. Le processus a commencé en silence, dans une chambre forte située sous le Librarius, plus profondément que les archives de l'Ordo Malleus. Là, scellés derrière des portes marquées dans des langues inconnues, les rites de forgeage n'étaient pas accomplis par des forgerons seuls, mais par des âmes. Les matériaux provenaient d'étoiles mortes, météorites noires veinées d'adamant argenté, tessons d'armes anciennes brandis par des princes démons tués, et os psychiques récupérés sur les dépouilles de martyrs sanctifiés. Ces objets furent fusionnés, non par la chaleur, mais par la volonté. Ils furent recouverts d'enchantements trop anciens pour être nommés, et liés par des sorts griffonnés par des bibliothécaires qui ne s'exprimeraient plus jamais à voix haute. On disait que chaque rune gravée dans la lame était un sacrifice, un souvenir effacé, un secret oublié. Les chevaliers gris ne prennent pas ces choses à la légère. La lame elle-même est plus longue que n'importe quel mortel. Son tranchant est poli jusqu'à une clarté impossible, reflétant non pas le visage de son porteur, mais son âme. Son poids est incommensurable, non pas en raison de sa masse, mais de ce qu'elle contient. Un morceau de chaque démon qui l'a tué, un souvenir de chaque main qui l'a saisie, un murmure de chaque monde où elle a été attirée. L'épée Titan n'est pas une arme, c'est un fardeau. Et Draego l'a porté comme s'il ne pesait rien. Lorsqu'il a reçu la lame, après la chute de Mkar, après l'incendie du sanctuaire monde d'Antelia, après le silence du cœur hurlant de Volturnus, ce n'était pas en fanfare, mais dans le cadre d'un rituel auquel seules quelques dizaines de personnes auraient pu assister. Le grand maître suprême ne reçoit pas d'honneur. Il accepte le devoir. Dans la salle des échos,
Sous une voûte taillée dans un astéroïde unique transporté depuis les confins du système Sol, Draigo s'agenouilla. L'épée de Titan planait devant lui, non pas soulevée par des chaînes ou des servomoteurs, mais suspendue dans les airs par la volonté cumulée de 5 bibliothécaires, chacun psalmodiant la litanie de liaison en silence. L'un après l'autre, ils se retirèrent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Draigo, la lame flottant toujours devant lui. Il a tendu la main vers l'avant, et l'épée s'abaissa dans sa main. À partir de ce moment, il était à lui, ou peut-être était-il le sien. Sur le champ de bataille, Draigo est devenu plus qu'un guerrier. Il devint un symbole. Ses coups brisaient les armures des démons comme du parchemin. Ses parades repoussaient les griffes qui déchiraient les plaques des Terminators. Sa puissance psychique s'écoulait à travers la lame comme l'éclair dans un conducteur, raffinée, précise et implacable. On dit que l'épée de Titan ne s'émousse jamais, qu'aucun démon, aussi vaste soit-il, ne peut résister à son tranchant. Mais la vérité chuchotée dans les voûtes de Librarius est plus troublante. La lame n'est pas aiguisée sur la pierre, mais sur l'âme. Elle apprend. Elle se souvient. Et dans les mains de Draigo, elle devient l'idée même du châtiment, sous une forme concrète. Il ne se balance pas sauvagement. Il ne se bat pas avec fureur. Il se déplace comme un rituel, chaque coup étant une syllabe d'une litanie que lui seul connaît. Ceux qui l'ont vu combattre, aussi peu nombreux soient-ils, décrivent l'expérience non pas comme un combat, mais comme un jugement. Les démons ne crient pas de rage lorsqu'ils sont abattus par lui. Ils poussent un cri de reconnaissance, comme si, dans ce dernier moment, ils se souvenaient de ce qui se trouve au-delà de leur immortalité. Ce qui manie la lame est un homme, mais ce qui coule à travers elle, c'est quelque chose de plus. Certains disent que l'épée de Titan s'est harmonisée avec Draigo, même dans le warp où les lois de la réalité s'effondrent et où les pensées deviennent des lames, l'épée reste entière, pure, ancrée, sculptée avec des protections qui ne peuvent être défaites. Et lorsque Draigo grave des noms dans le cœur des démons, comme il l'a fait pour Mkar, il ne s'agit pas d'un acte de cruauté, mais d'une sentence. Une condamnation qui s'impose au-delà du temps. Une histoire apocryphe, conservée dans une chambre de Librarius, fait état d'une vision d'un voyant des vaisseaux noirs. Dans cette vision, le voyant a aperçu l'épée de Titan logée au cœur de la réalité elle-même, retenant la marée de la folie, la lame étant une épingle à travers laquelle le destin a été cousu. Il n'a pas vécu longtemps après avoir enregistré cette vision. Mais le conte n'y est pas, et dans la salle des échos, bien que Draigo soit parti depuis longtemps, l'air bourdonne encore du souvenir de la forge de cette lame. En attente, ce souvenir, prêt. Tout a commencé par une purification. Une remise en état d'un monde sanctuaire corrompu, souillé par une pourriture qui murmurait dans d'anciennes langues. Ce monde était Akralem, autrefois un bastion de pureté, aujourd'hui un cimetière fétide de la foi. En son centre se dressait une cathédrale qui pleurait du sang et résonnait des cris de ceux qui étaient depuis longtemps réduits en poussière. Dans ce sanctuaire impie, attendait Mkar, le renaissant, un prince démon du chaos indivis, vêtu d'une majesté ruineuse et enveloppé de flammes psychiques. Affronter un tel être, c'est aller au-delà du courage, vers quelque chose de plus froid. Kaldor Draigo n'a pas hésité. Les chevaliers gris sont arrivés avec le feu et l'acier, leurs croiseurs de combat tombant comme des foudres sur le sol maudit. Des rites de purification ont été chantés avant qu'ils n'atteignent la surface. Des formations sanctifiées par le Codex prirent d'assaut les forteresses profanées. Les bibliothécaires appelèrent des piliers de lumière purificatrice. Et Draigo les mena, non pas par derrière, mais à travers le cœur de la corruption elle-même. Mkar les attendait, assis sur un trône de sein brisé,
couronné de malice, sa forme changeant sans cesse, un simulacre de divinité. C'était une créature de la mémoire et de la vengeance, jadis bannie par les chevaliers gris, aujourd'hui revenue, plus forte, plus cruelle, se moquant de la futilité de la résistance. C'est alors que le grand maître suprême l'a rencontré en combat singulier. La suite n'est pas un duel, il s'agit d'une collision. La force psychique faisait bouillir l'air autour d'eux. Chaque coup de lame de Draïgo s'entrechoquait dans un hurlement qui ébranlait les fondations mêmes d'Akralem. Mekar lança des incantations qui auraient pu faire fondre des soleils. Draïgo répondait avec son esprit, sa volonté pure transformant l'assaut psychique en silence. La bataille fit rage pendant des heures. Les Astartes tombèrent. Les démons hurlèrent et furent défaits. Pourtant, au centre, Draïgo ne tomba pas. Il se déplaçait à travers les flammes et les ombres, comme s'il s'agissait d'une fatalité. L'épée de Titan frappa juste, encore et encore, mais Mekar n'était pas un simple démon. Il riait tandis que ses blessures guérissaient, tandis que la réalité se déformait pour l'abriter. Même la mort refusait de l'emporter. Draïgo fit alors quelque chose qu'aucun chevalier gris n'avait jamais fait. Au moment de la seconde mort de Mekar, alors que la lame perçait le cœur du démon, alors que sa forme commençait à se défaire en un tissu de distorsion hurlant, Draïgo se pencha près de lui. Son gantelet brillait d'un feu psychique, ses yeux étaient des orbes jumelles d'un argent défiant. Et dans le cœur en ruine de l'être, il grava un seul mot. Draïgo, son nom, gravé non pas dans la chair, mais dans l'essence. Un symbole de défi total, une blessure qui ne guérira jamais. Personne ne peut dire pourquoi il l'a fait. Ce n'est pas de l'orgueil. Draïgo n'était pas vaniteux, pas la vengeance. Mekar avait déjà perdu. Peut-être était-ce un acte de pitié, ou de folie, ou quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Mais quelle qu'en soit la raison, cela a tout changé. Le cri de mort de Mekar résonna à travers les réalités. Le warp recula, Akralem brûla, le sol même se fissura sous leurs pieds, et les cieux se fendirent comme si les cieux eux-mêmes avaient été blessés. Et dans cette fissure, dans cette faille du destin, quelque chose se déroula. Draïgo a fait l'impensable. Il avait imposé sa volonté au warp. C'était une victoire qu'aucun mortel n'était censé remporter. Un triomphe si absolu que l'immatérium lui-même ne pouvait le digérer. La réalité plia sous le poids de son défi, et le warp, insatiable, affamé, en perpétuel changement, s'en aperçut. Dans le silence qui suivit, le champ de bataille s'arrêta. Les démons se dissipèrent. La corruption faiblit. Mais Draïgo ne s'enorgueillit pas de sa gloire. Il le savait. À un certain niveau, il le sentait. Les conséquences, le paradoxe. Le triomphe est devenu une malédiction. À partir de ce moment, Mekar ne restera pas mort. La blessure laissée par Draïgo devint une porte. Le démon revint, encore et encore, portant à chaque fois le nom gravé dans son cœur, incapable de s'en échapper. Où qu'il aille, ce mot brûlait. Il ne pouvait pas oublier. Il ne pouvait pas pardonner. Il ne pouvait qu'en découler. C'est ainsi que les destins de Draïgo et de Mekar se sont entremêlés. Au fur et à mesure que Draïgo s'élevait au rang de grand maître suprême, ses victoires se multipliaient, mais l'attraction du warp faisait de même. L'immatérium l'observait, non pas avec haine, mais avec fascination. Un mortel qui avait touché sa blessure la plus profonde et laissé une trace. L'Ordo Malleus a enregistré la mort de Mekar. Les archives notent l'ascension de Draïgo. Mais derrière les voûtes scellées, parmi les rumeurs chuchotées, il y a une autre vérité. Draïgo ne s'est pas contenté de tuer un démon. Il lui a donné un nom. Ce faisant, il s'est donné un nom. Pas en tant que champion, mais en tant qu'exil. Il y a des ascensions qui se terminent dans la gloire, d'autres dans le silence,
Et puis il y a celle qui arrache un homme au temps lui-même. Après la chute de Mkar, après la gravure du nom et la rupture du destin, le Warp n'a pas oublié. Il n'a pas pardonné. Elle s'est retournée. Il ne s'agit pas d'une vengeance, mais d'une fatalité. Sur le monde de Corinthius, au cours d'une campagne visant à sceller une brèche dans l'espace réel, Draigo se tenait au centre d'un cercle de flammes et de sacrifices. Les chevaliers gris étaient en train de gagner, la corruption était repoussée, les démons bannis l'un après l'autre. Les runes de liaison gravées dans la croûte de la planète brûlaient intensément. Leurs voix s'élevaient en litanie, une tempête de pureté contre l'abîme. Et puis, l'air a changé. Pas un cri, pas une explosion, un pliage. La réalité a tremblé à l'intérieur, pas autour de Corinthius, mais autour de Draigo. Le Warp ne l'a pas traversé, il l'a attiré à l'intérieur, comme si une ancienne dette était arrivée à échéance. En un instant, à bout de souffle, il disparaît. Pas de cri, pas de défi, seulement un scintillement de lumière argentée avalé par un tourbillon de destruction sans bruit. Les chevaliers gris se sont ralliés. Ils ont terminé la bataille. Ils ont tenu la ligne. Mais ils ne pouvaient pas les suivre. Aucun tracker, aucune balise psychique, aucun rite ne pouvait trouver une trace de leur grand maître suprême. Il était parti, pas mort, pas déplacé, mais enlevé. Titan, en apprenant la nouvelle, n'a pas porté le deuil. Il n'y a pas eu de funérailles, pas de cérémonie. Ils ont simplement attendu. Et dans les voûtes du Librarius, les flammes n'ont pas faibli. Parce que les chevaliers gris ne croient pas en la mort. Pas comme les autres. Ils ne parlent pas de fin, mais de devoir sans fin. De la guerre au-delà du voile. Et pour Draigo, ce n'était pas une métaphore. Il s'est réveillé dans le feu. Un plan de folie, sans ancrage ni horizon. Un ciel aux couleurs criardes. Un sol qui respire. Des étoiles qui clignotent comme des yeux vigilants. Dans le matérium, un guerrier sait s'orienter. Il connaît la bataille. Il connaît les causes et les conséquences. Dans le Warp, rien de tout cela ne s'applique. Draigo se tenait seul dans un lieu où les dieux dérivent et où la mémoire se dissout. Là où le temps n'est pas linéaire, mais circulaire, récursif, brisé. Les jours se transforment en années et vice-versa. Les lois de la physique cèdent aux caprices, aux pensées, aux croyances. C'était un royaume qui détestait l'idée de permanence. Et pourtant, il a enduré, l'âme en main. L'âme protégée par des protections qu'aucun démon ne peut franchir. Chaque respiration est un acte de défi. Il ne fuyait pas. Il n'a pas faibli. Il marcha. Son voyage n'avait ni commencement ni chemin. Il a traversé des panthéons morts et des temples de rêve en ruine. Il a combattu des démons plus anciens que les mythes, des monstres trop vastes pour être nommés. Il a traversé des champs de bataille où les cadavres étaient faits de pensées, de chagrins et de prières en écho. Et il a gagné, non pas par la force brute, mais par la force de l'identité. Le Warp remodèle tout, sauf ce qu'il ne peut pas comprendre. Et Draigo, lié à la vérité d'argent, ne se briserait pas. Sa foi ne se manifestait pas par des sermons ou des chants, mais par la constance. Il restait Draigo, même lorsque le Warp tentait de défaire le concept. Mais chaque victoire l'enfonce un peu plus. Chaque démon tué, chaque forteresse rasée, chaque réalité refermée derrière lui, il s'enfonça un peu plus dans la tempête. Il n'y avait pas de compagnon, pas de renfort, seulement sa lame et sa volonté. Et pendant qu'il voyageait, pendant qu'il combattait et persistait dans ce royaume de cauchemars, Titan attendait. Dans les voûtes les plus profondes de la forteresse monastère des Chevaliers Gris, il existe une chambre sans porte, une seule flamme, brûlant dans un berceau éthéré.
Elle a été allumée le jour de la disparition de Draego. Elle ne s'est jamais éteinte. Les apothicaires scrutent le ciel à la recherche d'un signe. Les bibliothécaires tracent son empreinte psychique sur les champs de bataille où il réapparaît quelques instants, quelques secondes, quelques minutes, avant de disparaître à nouveau. Son nom est inscrit dans le livre de la bataille éternelle, non pas comme un passé, mais comme un présent. Pour les chevaliers gris, il est toujours avec eux. Un grand maître suprême lancé dans une guerre sans fin, une croisade menée dans le seul endroit où les croisades ne sont pas censées survivre. Pas comme une relique, pas comme un fantôme, mais en tant que champion. Un homme qui défie l'idée même de perte, et quelque part dans le cœur hurlant du Warp, Draego marche encore. The Warp n'est pas un lieu, c'est une expérience. Il n'est pas régi par les étoiles ou la gravité, mais par la pensée, la peur, la mémoire et les émotions de ceux qui y pénètrent. Pour la plupart, il s'agit d'une transition, d'un couloir à traverser. Pour Kaldor Draego, c'est devenu une prison. Et dans ces couloirs d'irréalité en perpétuel mouvement, sa guerre se poursuivait. Il n'a pas erré en silence, il s'est battu. Le Warp lui a infligé le pire, et il a répondu non pas par la retraite, mais par la colère. Dès l'instant où il a été arraché à Corinthius, Draego s'est frayé un chemin à travers l'impossible. Il se tenait devant la tour des regrets infinis, une flèche construite à partir des ossements de ceux qui étaient morts sans pouvoir tourner la page, enveloppés dans les chaînes du chagrin dont il se souvenait. Les démons qui s'y trouvaient murmuraient les derniers mots de toutes les âmes que Draego n'avait pas réussi à sauver. Et pourtant, il ne pleura pas. Il brisa les portes de la tour d'un coup d'épée de titan, chaque pas en avant étant un rejet du désespoir. Lorsque la tour s'écroula, son écho devint un phare dans les marées de la distorsion, une impossibilité devenue réalité. Dans une autre poche d'irréalité, Draego trouva le jardin qui dévore, un royaume sous l'influence de Nurgle, où les fleurs fleurissaient avec les yeux, et où l'air même était épais d'un rire haletant et stagnant. Ici, les maladies ne tuent pas, mais consomment l'identité. Pourtant, Draego, épargné par la décomposition, coupa le jardin à la racine. Il a brûlé sa pourriture béate avec une flamme psychique tirée de sa seule âme, défiant le gardien pestilentiel de l'éternité. C'est ce que disent les contes. Il n'a pas vieilli. Il ne s'est pas reposé. Il ne s'est pas plié à la physique d'un lieu où la logique tremble et où la mémoire ment. Les démons qui s'élevaient contre lui n'étaient pas toujours physiques. Parfois, ils se présentaient sous la forme de chuchotements, de fantômes ayant la forme de frères perdus ou de regrets passés. Certains tentaient de séduire, d'autres de refléter. Mais Draego frappait toujours juste, clarifiant le royaume de l'illusion. Ce sont les histoires rapportées à Titan, racontées dans un silence sacré par ceux qui ont senti le frôlement de sa présence. Une escouade de chevaliers gris, encerclés par des horreurs sur un monde démoniaque, a juré qu'une déchirure dans la réalité s'est ouverte et que de là est sortie une silhouette enveloppée d'argent dont la lame résonnait des noms des damnés. Il vivait parce qu'il était arrivé. Et lorsqu'ils se sont retournés pour le remercier, il était parti. Un rapport de bataille parle d'une ville du Segmentum Obscurus qui est restée intacte pendant des siècles, hantée par des fantômes de distorsion qui ne pouvaient pas être purgés. Un sanctuaire au centre de la ville brillait de sigils de sang frais, gravés sur les murs par une main vêtue de céramite, portant la marque de Draego. Pas d'entrée, pas de sortie, seulement des preuves. Mais à l'intérieur de Titan, dans les cryptes de Librarius, les archivistes posent une autre question. Tout cela est-il vrai? Un seul homme, même aussi transcendant que Draego, peut-il vraiment détruire les palais démoniaques sans fin du Warp?
Peut-il conquérir des forteresses créées par la folie, tuer des seigneurs démons qui règnent sur des siècles de temps irréels? Certains affirment que le Warp se plie aux croyances, que Draigo perdure non pas par la force, mais parce que son chapitre y croit, que ses victoires sont autant des mythes que des souvenirs, des récits sacrés pour inspirer, guider, fortifier le cœur des frères qui se dressent contre l'obscurité. Que ce que le Warp ne peut pas détruire, il le déforme, et que ce qu'il ne peut pas déformer, il le mythifie. Et pourtant, les observations persistent. Les conséquences sont réelles. Des démons qui ont peur d'un nom. Des champs de bataille marqués par des interventions impossibles. Des voix qui résonnent dans les visions de rêve, guidant les chevaliers gris à travers les épreuves psychiques et les rituels. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des modèles, trop constants pour être ignorés, trop impossibles à croire. La réalité recule devant la présence de Draigo, mais l'irréalité aussi. C'est un homme équilibré entre les deux. Ce n'est pas la certitude qui le définit, mais le contraste. Entre ce qui devrait être et ce qui est. Entre ce qui est raconté et ce qui est ressenti. Dans chaque récit, il y a une tension. Était-il vraiment là, ou le Warp est-il momentanément devenu lui? Existe-t-il en tant que l'âme dans l'immatérium, ou en tant qu'idée de résistance rendue manifeste? Peut-être n'y a-t-il pas de réponse. Peut-être que la réponse change, comme le Warp lui-même. Mais parmi les chevaliers gris, il n'y a pas de doute. Qu'il s'agisse d'un mythe ou d'un homme, Kaldor Draigo se bat toujours. Et cela suffit. Le Warp est un menteur, un chuchoteur, un dévoreur des limites de la réalité. Et pourtant, dans ce chaos, des modèles émergent, des fragments de vérité, captés comme la lumière à travers le verre brisé. Parmi eux, aucun ne brille plus fort que les réapparitions impossibles du grand maître suprême Kaldor Draigo. Pour un homme condamné à marcher dans l'immatérium, son ombre tombe souvent sur le monde matériel. Aucun signal ne marque son arrivée. Aucun navire ne porte son nom. Il n'est pas convoqué par un rituel ou une balise. Et pourtant, lorsque tout semble perdu, lorsque la marée se brise contre la dernière ligne de l'impérium, une brèche s'ouvre, silencieuse, scintillante. Et une silhouette vêtue d'argent en sortira, les yeux illuminés d'un feu impossible, l'épée de Titan à la main. Le champ de bataille se calme un instant, et puis il bouge. Il existe des dizaines, des centaines de récits de ce type, des mondes où l'espoir s'est effondré sous le siège des démons, où l'air empeste le soufre et où les étoiles saignent rouge. Chacun raconte un moment où le désespoir a atteint son paroxysme et où quelque chose a déchiré le voile. Sur Dolorax Prime, lorsque le Cult of the Ever-Change a invoqué une foule d'horreurs tséenchiennes, les défenseurs se sont effondrés. Astartes et Astra Militarum commencèrent à battre en retraite, envahis par des créatures à la géométrie impossible. Puis, comme s'ils répondaient non pas à un signal, mais à une émotion, une silhouette argentée s'avança dans la mêlée. Il se fraya un chemin à travers les démons comme une flamme à travers le givre, chaque coup de lame bannissant non seulement le corps, mais aussi l'intention. En moins d'une heure, les démons avaient disparu. Draigo se tenait sur les marches de la cathédrale, puis il disparut. Il n'y avait pas de tonnerre, pas de lumière, juste l'absence, là où se tenait autrefois un miracle. Sur le monde de la forge d'Archimédon VI, une lame de données enregistre un pic soudain d'énergie psychique non enregistrée au moment précis d'une incursion du chaos. Les flux d'images de surveillance ne montrent rien d'autre que du feu, jusqu'à ce qu'une image capture une silhouette, sans rapport avec aucune unité connue, en train d'abattre un grand démon de cornes avec une épée qui brûle sans dégager de chaleur.
La silhouette ne parle pas, elle ne saigne pas. Elle achève simplement la purge et disparaît dans la fumée. Il ne s'agit pas d'anomalies isolées. Ce sont des échos. Sur les champs de bataille, il reste des vestiges de la présence de Draigo. Un sol brûlé qui résiste à la corruption, des runes gravées dans les os de la terre ou des impressions psychiques qui persistent comme l'odeur de l'ozone après la foudre. Ceux qui étaient présents parlent à voix basse, non pas de gloire, mais d'un calme, d'une présence qui donne l'impression que la réalité elle-même s'est arrêtée pour écouter. Certains disent qu'il ne revient pas vraiment, mais que le warp lui-même se plie de manière à le rejouer, que son essence, piégée dans l'irréalité, tourne en boucle à travers des moments d'importance cosmique, rejouée comme une phrase dans une chanson. Quand la pression est bonne, quand le destin s'effiloche, le warp laisse échapper Draigo comme une soupape de pression libérant l'inévitabilité divine. D'autres affirment qu'il n'est pas une rediffusion, mais un point d'ancrage. Dans une galaxie qui se défait, Draigo est attiré par les failles de la causalité, les moments où l'espace réel et le warp s'effilochent, permettant à sa volonté de s'exprimer. Ce n'est pas lui qui contrôle le voyage, mais quelque chose de plus profond. Ce qui ne peut être ignoré, c'est le paradoxe lui-même. Comment un homme piégé dans l'immatérium peut-il affecter l'espace réel? Est-il en train de guider le destin? Ou est-ce le destin qui le guide? Il existe une vieille histoire au sein de l'Ordo Malleus, rarement évoquée en dehors de ces salles. Draigo n'est plus un homme, ni un démon, mais un symbole, une arme forgée par l'empereur non pas pour vaincre le chaos, mais pour lui rappeler qu'il ne peut pas gagner. Que la présence de Draigo n'est pas un accident, mais un rituel en soi, qui se répète non pas par intention, mais par demande cosmique. Les chevaliers gris ne considèrent pas ces apparitions comme de simples superstitions. Dans les archives de Titan, il existe une chambre marquée non pas par la date, mais par la résonance. Chaque observation confirmée de Draigo est consignée non pas par des mots, mais par des marques de tonalité psychique qui vibrent en fonction de l'alignement de sa lame. Ces notes sont ensuite transformées en chants, utilisés lors de la forge d'une nouvelle armure, lors des serments de vengeance. Il ne demande pas pourquoi il apparaît. Il croit seulement qu'il doit le faire. Il y a des sceptiques, bien sûr. Certains au sein de l'Inquisition chuchotent que Draigo est un mythe amplifié par un délire psychique partagé, que les chevaliers gris l'ont créé comme un rempart de croyances, un égrégore vivant formé par la volonté collective de résister. Qu'il n'est pas plus réel que les saints des vitraux, peints dans le ciel quand l'espoir s'amenuise. Mais si c'est le cas, pourquoi le warp le craint-il? Pourquoi les démons reculent-ils lorsque son nom est invoqué? Pourquoi les tempêtes de distorsion sont-elles toujours présentes sur la cicatrice de son décès? Les questions se multiplient et les réponses ne viennent pas. Il est là, puis il n'est plus là. Un miracle, un mystère, un paradoxe inscrit dans le tissu de la guerre. Au plus profond des voûtes inquisitoriales de l'Ordo Malleus, enfouie sous des sanctuaires de pierre et des champs psychiques nuls, se trouve une pièce construite sans angle. Ses murs s'incurvent comme l'intérieur d'un crâne, tapissé de cristal noir et gravé de sigils, censés résister à la corruption. Ici, les scribes et les savants de l'Inquisition se réunissent en silence, attirés non par le devoir, mais par l'obsession. Sur le socle central de cette pièce repose une seule ardoise de données, usée, à moitié fissurée et enveloppée de protections qui bourdonnent de pensées résiduelles. Son titre est simple, un seul nom, Kaldor Draigo. Sa présence persiste dans tous les couloirs du mystère, non pas comme un homme rentré chez lui, mais comme une énigme non résolue. Il est le grand maître suprême des chevaliers gris, officiellement enregistré,
historiquement reconnu et pourtant impossiblement incomplet. Sa disparition dans le Warp est documentée. Ses aperçus, ses batailles et ses interventions soudaines dans l'espace réel sont corroborés par des centaines de personnes. Et pourtant, la vérité reste insaisissable. Depuis sa disparition, l'histoire de Drago s'est divisée en une centaine de versions. Certains récits parlent de lui tuant des princes démons sous des cieux de sang. D'autres racontent qu'il a traversé indemne le feu psychique, prononçant des paroles plus anciennes que les étoiles. Des mondes qui auraient dû s'écrouler sont encore debout parce qu'il les a traversés. Mais ces histoires, trop nombreuses et trop variées, commencent à se brouiller. La frontière entre le témoignage et le mythe s'infléchit jusqu'à disparaître. Dans les couloirs de Titan, les chevaliers gris prononcent son nom avec révérence, sans chercher à savoir. Il n'est pas absent, il est ailleurs. Les apparitions de Drago au cours d'une bataille, rares mais indéniables, sont considérées comme des moments sacrés. À chaque fois, sa présence marque un tournant. Un ennemi trop grand pour résister est réduit au silence. Un démon trop vaste pour tomber est tué. Il apparaît toujours au moment où l'on se trouve entre l'effondrement et le salut. Il part toujours avant que l'on puisse le remercier. Des rapports nous parviennent des mondes sanctuaires et des bastions de forge déchirés par la guerre. Drago arrive à l'improviste, radieux dans son armure argentée, enveloppé de la lueur de l'épée de Titan. Aucune explication, pas de mots. Il agit, il part, et toujours, le champ de bataille semble différent après coup. L'air est plus calme, les cicatrices plus profondes. Dans les voûtes du Librarius des Chevaliers Gris, les enregistrements de ces manifestations ne sont pas écartés. Ils sont transcrits en vers, chantés pendant les rites de liaison. Le nom de Drago n'est pas inscrit dans le livre des martyrs, mais dans le Codex Invictus, un registre de ceux dont le devoir se poursuit, même au-delà du temps. Tous les bibliothécaires formés sur Titan apprennent à le connaître non pas par des cours magistraux, mais par le souvenir. Ils ne mémorisent pas, ils se souviennent. Au-delà de Titan, parmi les érudits de l'Ordo Malleus, l'histoire s'approfondit. Ici, Drago est étudié non pas en tant que guerrier, mais en tant que phénomène. Certains avancent qu'il n'existe plus vraiment dans le domaine matériel, que le Warp, ne parvenant pas à l'anéantir, l'a au contraire absorbé, transformant son essence en une lame faite de pensée et de résistance. Drago n'est plus qu'un écho récurrent, déclenché non par le hasard, mais par l'alignement de la nécessité et du destin. D'autres pensent qu'il s'agit d'une construction divine. Il n'a pas été invoqué, mais libéré. Une arme forgée par l'empereur lui-même, activée lorsque la limite de la survie devient trop mince. Pour eux, Drago n'est pas simplement un homme, c'est un rituel. Une réponse métaphysique au désespoir. Des théories encore plus radicales subsistent dans les recoins les plus profonds de la recherche. Drago est une forme pensée sensible, née non pas de la chair, mais de la croyance. Le simple besoin d'espoir de l'impérium, concentré sur des millénaires de foi collective et de résonance psychique, a créé un être qui ne peut pas mourir parce qu'il n'a jamais été pleinement vivant. Pourtant, aucune de ces théories n'explique tout. Aucun ne tient compte des preuves physiques laissées sur place, des cicatrices de démons marquées par les runes de sa lame, des fiches tactiques enregistrant des exploits impossibles, des champs de bataille où les morts se sont relevés pour se battre une fois de plus, mus par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer. Dans tous les cas, la main de Drago se fait sentir, même lorsqu'elle est invisible. Il est à la fois trop réel pour être un mythe et trop irréel pour être un homme. Et les démons? Ils prononcent son nom avec terreur. Ils ne se moquent pas, ils frémissent.
Ils le murmurent à travers des dimensions fracturées, crachant la haine et la peur à parts égales. Parmi les damnés, Draigo n'est pas une légende. Il est maudit. En vérité, il se situe entre deux définitions. Il n'est pas simplement un chevalier gris, pas simplement une âme perdue dans le warp, mais quelque chose forgé dans le creuset de la folie et rendu infini. Son nom survit là où la logique vacille. Son image persiste là où la mémoire est défaillante. Il est la contradiction que le warp n'a pas pu consumer. Une lame qui coupe à la fois la chair et l'irréalité. Un fantôme, un dieu, un guerrier, un mythe, et quelque chose qui les dépasse tous. Dans le cœur tranquille de Titan, sous les voûtes silencieuses et les salles psychiques, se trouve la chapelle des héros. Elle n'est pas marquée par de grandes bannières ou des statues. C'est une chambre de recueillement tranquille, baignée d'une lumière pâle provenant de la surface étoilée de la lune. Sur ces murs sont inscrits non pas les noms des morts, mais ceux de ceux qui sont devenus plus, ceux dont l'héritage ne peut être enterré dans la pierre. Parmi eux, au fond de la chambre, une seule niche est restée inachevée. Aucune icône n'y repose, pas de flamme. Seulement une alcôve nue et un nom gravé en haut gothique, dont les bords brillent faiblement d'une résonance psychique. Draigo. Pour les chevaliers gris, il n'est pas qu'un simple souvenir. Il n'est ni un soldat tombé au combat, ni un soldat perdu. Il est quelque chose de plus étrange, de plus profond. Un fantôme, non pas de la mort, mais d'un but inachevé. Le grand maître suprême qui les a guidés, disparu dans l'immatérium, et dont la présence continue pourtant de façonner chacun de leurs mouvements. Le chapitre ne parle pas souvent de lui. Mais quand ils le font, ce n'est jamais avec tristesse. L'absence de Draigo n'est pas une blessure, c'est une présence. Il existe dans les pauses entre les mots, dans la façon dont les guerriers tracent des sigils dans l'air avant le combat, dans la façon dont leurs lames sont bénies, non pas pour l'appeler, mais pour s'aligner sur lui. Son image, vêtue de flammes d'argent, est gravée dans le cœur de chaque initié dès qu'il prête serment. Son histoire n'est pas une histoire racontée, c'est un fardeau que l'on porte. Il est leur fantôme, et il les fait avancer. Pour les Grey Knights, la perfection n'est pas un objectif, c'est une attente. Fléchir, c'est tomber. Douter, c'est mourir. Et pourtant, même parmi eux, Draigo se distingue. Son exemple est inatteignable. Il a affronté le warp et ne s'est pas brisé. Il a erré dans ses profondeurs cauchemardesques et est resté lui-même. Cet idéal, une identité inébranlable face à la folie, est devenu le battement de cœur secret du chapitre. Chaque bataille menée en sa mémoire devient plus qu'une guerre. C'est une reconstitution, un écho. Comme si, en marchant dans ses pas, il pouvait un jour comprendre ce qu'il a enduré. Et si la compréhension est impossible, alors au moins, il le reflète. Dans chaque lame brandie, dans chaque litanie récitée, Draigo est là. C'est un lien à double tranchant. Pour beaucoup, sa légende est une source d'inspiration. Pour d'autres, c'est un poids. Les jeunes initiés, fraîchement forgés dans les feux de l'esprit et de la chair, étudient ses actes non pas pour la gloire, mais pour le sens. Ils se demandent comment il a survécu, pourquoi le warp n'a pas pu le consumer. Ils lisent les récits, contradictoires, oniriques, et tentent de donner un sens à son voyage. Ils récitent ses batailles comme des écritures, analysant chaque coup de l'épée de Titan, chaque invocation qu'il a prononcée. Mais aucun ne peut répondre à la question plus profonde. Pourquoi lui? Pourquoi Draigo, parmi tous les autres, a été choisi par le destin, par l'empereur ou par le warp lui-même pour emprunter un chemin dont personne ne revient? Les guerriers plus âgés,
Les vétérans de 1000 bannissements ne demandent pas. Ils suivent simplement. Certains croient que Draigo les observe. Non pas au-delà de la mort, mais à côté. Dans les moments de tension psychique, lorsque les démons font pression et que la réalité plie, son esprit s'aligne sur leur lame, leurs esprits et leur volonté. Lorsqu'un démon recule sans raison ou qu'une bataille tourne à l'impossible, ce n'est pas de la chance, il s'agit d'un souvenir. D'autres disent que son histoire est un test, que le chapitre n'existe pas seulement pour combattre le chaos, mais pour le comprendre, pour l'affronter et ne pas le devenir. Draigo est la preuve qu'il est possible de le faire, et que cela a un coût inimaginable. Il est la leçon qu'il ne cesse d'apprendre. Dans la chapelle des héros, où sont conservés les codes de pureté, un bibliothécaire s'occupe chaque nuit de la niche vide. Il n'allume aucune bougie, ne dit aucun mot. Il se contente d'observer. Certains disent qu'il attend le retour de Draigo. D'autres disent qu'il a des visions. Peut-être n'est-ce ni l'un ni l'autre. Peut-être les deux. Parce que le chapitre n'oublie pas. Ils ne l'affligent pas, ils l'attendent. Pas en tant que sauveur, pas comme un roi qui revient, mais comme l'ombre dans leurs pas, la pression dans leurs serments, le feu qui ne s'éteint jamais, et jusqu'à ce que ce feu s'éteigne, jusqu'au moment final où le warp est réduit au silence et où le dernier démon est défait, Draigo reste, non pas derrière eux, mais en eux, leurs fantômes, leurs mythes, leurs frères inébranlables. La distorsion est éternelle. Elle ne connaît ni les limites du temps, ni celles de l'espace. Il est le reflet de la pensée à l'état brut, de l'émotion à l'état de forme, et de la folie à l'état de chair. En son sein vivent des dieux, immortels, insatiables et immenses au-delà de la raison. Les démons dansent dans leur ombre. Les réalités s'effondrent dans leur sillage. Les empires disparaissent comme des murmures sous leur regard. Et pourtant, Draigo marche parmi eux, ni comme un suppliant, ni comme un esclave, mais comme quelque chose qu'il n'arrive pas à définir. Il a tué des choses qui régnaient autrefois sur des secteurs irréels. Il a écrasé des forteresses construites à partir des eaux de galaxies qui n'ont jamais existé. Il a banni des seigneurs dont les noms ont été prononcés dans des langues blasphématoires par les premiers esprits sensibles. Ce n'est pas une question de théorie. Le warp se souvient de son passage. Là où il a marché, il recule. Même les démons hésitent lorsqu'ils entendent son nom. Il n'est pas un tueur ordinaire. Il ne s'agit pas d'une simple vengeance. Il est quelque chose de bien plus artificiel. Au centre de son paradoxe se trouve une question à laquelle ni l'Imperium ni l'Immaterium n'ont répondu. Draigo est-il un homme façonné par le warp ou est-il en train de le façonner? Certains moments de son voyage défient toute explication. Des récits de Draigo marchant dans le palais d'un grand démon de Slaanesh, sans être touché par les tentations qui briseraient même les esprits les plus stoïques. Des histoires où il se tient debout, défiant les fléaux de Nurgle qui font fondre le temps et la forme, sa volonté brûlant plus fort que la décomposition. Des histoires où il se frayait un chemin à travers les armées de cornes, non par la rage, mais par le silence. Pour les chevaliers gris, ce ne sont pas des légendes. Ce sont des vérités gravées dans les cicatrices de distorsion de planètes que l'on croyait perdues. Mais pour l'Ordo Malleus, et les quelques érudits qui ont accès aux phénomènes warp spatiaux, ces actes laissent entrevoir autre chose. Draigo ne se contente pas de survivre au warp. Il agit en son sein. Résister à l'Immaterium, c'est ce que l'on attend d'un chevalier gris. Ils sont faits pour cela. Des esprits trempés dans un millier de couches psychiques, des âmes recouvertes de protection qui repoussent la corruption. Mais Draigo fait plus que résister. Il réécrit. Les royaumes qui portaient autrefois l'odeur du chaos
résonnent désormais de sa présence psychique. Les forteresses démoniaques, autrefois intouchables, portent aujourd'hui des cicatrices, non pas celles d'une tempête de guerre ou d'un cataclysme, mais celles de la mémoire. Comme si le passage de Draïgo ne se contentait pas de marquer un territoire, mais le remplaçait. Comme s'il ne se contentait pas de nettoyer l'irréalité, mais lui infligeait un nouvel ordre. C'est ce qui effraie le Warp. Pas sa force, son influence. Lorsque Draïgo a tué le seigneur Daemon Bahelmoth sur les lunes de la spirale sans lumière, le cri de mort de la créature s'est répercuté sur 6 plans de l'immatérium. Ce n'était pas seulement de la destruction. Il s'agissait d'une désintégration. La croyance elle-même s'effilochait. Le royaume qu'elle gouvernait s'effondra, non pas sous la domination d'un autre, mais dans le vide. Un vide d'irréalité laissé dans le sillage de sa victoire. Qui peut faire une telle chose? Qui doit le faire? Même Draïgo ne prétend pas à la maîtrise. Il ne se vante pas. Il ne cherche pas le pouvoir. Il se déplace avec un but sinistre, le poids de chaque pas étant écrasé par son propre voyage sans fin. Ce n'est pas un homme qui court après la victoire, mais un homme qui fuit la glorification. Car s'il remodèle le Warp, il le fait sans le vouloir. Sans le vouloir. Chaque acte de violence, chaque triomphe, chaque conquête construit quelque chose derrière lui. Une nouvelle mythologie, une nouvelle structure dans le vide informe. De l'ordre est où il ne devrait y avoir que du chaos. Il n'a pas demandé ce fardeau, il y a été jeté. Et pourtant, il endure. On murmure au fin fond des bibliothèques noires du savoir interdit que de tels êtres sont rares, que le Warp, bien que sauvage et impossible, n'est pas à l'abri du changement, que certains esprits, certaines volontés, agissent comme des points fixes, des anomalies autour desquelles les marées doivent se plier. Ce Draïgo est en train de devenir l'un de ces points. Pas un dieu, jamais un dieu. Il rejetterait un tel titre. Il le découperait si on le lui proposait. Mais il y a autre chose. Un concept avec armure. Une constante dans un monde qui les défie. Qu'est-ce que cela signifie pour lui? Pour les chevaliers gris, il reste leur frère, leur grand maître suprême, celui qui a disparu mais qui n'est jamais mort, celui qui se bat là où personne d'autre ne peut le faire. Pour les démons, il est le chasseur qui ne dort pas. Pour le Warp, il est un paradoxe, une fracture qui refuse de guérir. Et à lui-même, c'est un soldat, fatigué, sans relâche, inébranlable. Il est le tueur de Dieu involontaire du Warp. Et à chaque pas, il s'enfonce un peu plus dans la légende. Certaines histoires se terminent par une épée brandie en signe de triomphe, un monde sauvé, un tyran tué. Il y a des épilogues écrits à l'encre, gravés dans la pierre ou murmurés par les reconnaissants. Ces histoires se terminent. Elles offrent une fin, un lieu tranquille où l'histoire se repose et où le héros reste dans les mémoires. Le récit de Kaldor Draïgo n'offre pas une telle paix. Son histoire n'est pas écrite en chapitres, mais en écho. C'est un rythme sans résolution, un hymne de bataille qui ne s'éteint jamais. Il continue toujours, juste hors de portée, juste au-delà de la compréhension. Il est là dans la fumée de la bataille, dans la résonance psychique des ruines nettoyées, dans le silence qui suit le dernier cri d'un démon. Et puis, il n'est plus là. Les récits de ses exploits se sont enrichis de contradictions. Sur un monde mort du Segmentum Pacificus, une escouade de chevaliers gris rapporte que Draïgo est apparu pour les guider contre une marée de démons. La bataille fut gagnée, et lorsqu'ils se retournèrent pour lui parler, il avait disparu, ne laissant derrière lui qu'une ligne de haille gothique gravée dans la pierre. Tenez. Sur un monde sanctuaire déchiré par la guerre dans la frange orientale,
Un autre récit place Draigo face à un grand démon de Tsench, au sommet d'une flèche en ruine, son épée brûlant de runes non enregistrées. Aucune image n'a survécu, mais les voxlogs confirment que la bataille s'est terminée par un renversement impossible, le démon étant défait par un nom dont personne n'a pu se souvenir par la suite. Sur le monde forgé de Caelestis Ro, des serviteurs ont récupéré une empreinte psychique, un moment de clarté au milieu d'une mer d'interférences, de distorsions. Pendant 13 secondes, la noosphère s'est stabilisée. En son sein, une seule voix se fit entendre, calme, froide, autoritaire. Il a prononcé un seul mot, purifié. Ces événements ne sont pas des coïncidences, il s'agit de signatures. Mais personne ne peut les prédire, personne ne peut l'invoquer. Même les chevaliers gris ne prétendent pas comprendre comment ou pourquoi Draigo émerge. Il ne marche pas sur les champs de bataille, comme un homme qui revient d'exil. Il arrive comme une question, pointue et précise, qui n'a jamais reçu de réponse, qui n'a jamais été comprise. Le mythe grandit à chaque fois qu'on le raconte. Certains dans les chambres de Librarius parlent maintenant de Draigo non seulement comme d'un guerrier, mais aussi comme d'un concept, un prince rendu manifeste, un symbole de volonté incorruptible. Ils affirment que sa présence continue dans le Warp n'est pas une question de survie, mais de refus. Draigo perdure non pas parce qu'il a été choisi, mais parce qu'il n'a jamais cessé de choisir. Il a choisi de résister, aller de l'avant là où tous les chemins se sont arrêtés, brûler là où d'autres se noieraient. Dans cette croyance, Draigo a transcendé la mortalité, non par l'apothéose ou la sorcellerie, mais par la constance, par la continuité pure et insupportable de sa résistance. Et pourtant, certains s'interrogent, non par hérésie, mais dans la recherche de la vérité. Les érudits de l'Ordo Malleus débattent en silence de la question de savoir si le mythe de Draigo est devenu plus grand que l'homme. Ils se demandent quelle est la part de vérité dans ce qui est raconté. Quelle part a été façonnée par la peur, le besoin, l'espoir. Ils font état de rapports contradictoires, de distances impossibles à franchir, de contradictions dans le temps. Un récit le place dans les étoiles des Ghouls et l'œil de la terreur en l'espace d'une semaine. Un autre parle de lui tuant un démon connu pour être en stase depuis plus de 2 millénaires. Draigo marche-t-il vraiment sur la corde raide? Ou bien sa légende nous traverse-t-elle? C'est la question qui persiste. Les mythes grandissent. Ils sont alimentés par le silence et la crainte. Chaque nouvelle histoire ajoute du poids à l'ancienne. Et au fil du temps, l'homme qui est au centre des mythes commence à disparaître sous le symbole qu'il est devenu. Pourtant, ceux qui l'ont vu ne parlent pas de mythe. Ils ne parlent pas de grandeur. Ils parlent de présence. D'un moment où tout semblait perdu et où l'impossible s'est produit. Lorsqu'une figure enveloppée de feu psychique s'est interposée entre les vivants et les damnés et a tracé un chemin à travers l'irréalité avec rien d'autre que la volonté. Ils ne parlent pas de Dieu ou de légende. Ils disent « il était là ». Et c'est peut-être là la vérité de la légende de Draigo. Non pas qu'il soit plus grand que le mythe, mais qu'il en est plus proche que cela. Une flamme dans l'obscurité qui ne promet pas le salut, mais seulement la force de tenir un moment de plus. Un rappel que même dans les profondeurs du Warp, où le temps meurt et la pensée se corrode, une seule âme peut rester intacte. Il n'a pas besoin de revenir pour que son histoire se poursuive. Elle se poursuit parce qu'elle perdure, parce qu'à chaque fois qu'un démon se retire, à chaque fois qu'un monde est sauvé par quelque chose d'invisible, à chaque fois qu'une lame tombe sans aucune main pour la guider, la légende grandit, pas de conclusion, non fermée, mais sans fin. Et quelque part, sous les marées de l'irréalité, Draigo continue à marcher.
Le Warp ne se contente pas de tuer, elle défait. Un vaisseau qui entre dans ses courants peut émerger à des années-lumière de sa trajectoire ou à des siècles de distance. Et pour beaucoup, il n'y a pas d'émergence du tout. Leurs coques se tordent, leur esprit s'effondre. Leur dernier cri s'étire dans le silence, avalé par des marées d'irréalité qui ne laissent aucune trace. Les pertes enregistrées se comptent par dizaines de milliers. Des flottes entières disparaissent sans laisser de traces. Des chapitres entiers sont oubliés sans rien d'autre qu'une entrée expurgée dans les annales de l'Imperium. Et pourtant, il y a des moments, rares, inexplicables, où quelque chose s'agite dans l'obscurité. Pas des démons, pas des dieux. Autre chose, dans les couloirs froids des vaisseaux de guerre impériaux, dans les archives vacillantes des astropathes et des scribes, des histoires circulent. Des vaisseaux poussés au bord du gouffre par des tempêtes de guerre, leurs champs gélèrent défaillants, leur équipage consumé par l'effroi. Puis la lumière. Pas la lumière sacrée, pas la lumière brûlante de l'astronomicon, mais le feu, cramoisi et or, éthéré et terrible. Les premiers rapports ont été rejetés, des boîtes vocales pleines de parasites, des voix qui se brisent sous la pression psychique, des cris désespérés, interrompus, puis remplacés par le silence. Puis, des images récupérées lors de missions de sauvetage, à moitié collées et granuleuses, ont révélé des silhouettes impossibles enveloppées de flammes. Leur armure était noire, mais luisait de la chaleur de la fournaise. Des crânes ornaient leurs pauldrons. Leurs yeux brûlaient d'une énergie spectrale. Ils ne parlaient pas, ils apparaissaient simplement. Et partout où ils marchaient, des démons mouraient. La légion des damnés. Ils ne sont pas arrivés avec des Thunderhawks ou des pods de largage. Ils n'ont pas transmis de code d'identification ni demandé d'autorisation. Ils sont arrivés sans avertissement. Ils sont nés de la fumée, se sont formés à partir du scintillement des lumières d'urgence mourantes et de la distorsion statique. Une seconde, ils n'étaient pas là. L'instant d'après, ils se tenaient au milieu des flammes, leurs bolters rugissant en signe de défi face à l'impossible. Dans les archives de la 212e flotte de renfort cadienne, un croiseur nommé Hollow Star a signalé des anomalies de distorsion quelques instants avant que sa balise de détresse ne s'éteigne. Des semaines plus tard, un vaisseau de récupération de l'Adeptus Mechanicus a localisé l'épave. La plupart des membres de l'équipage étaient morts, tordus, déchirés ou simplement disparus. Mais dans le couloir central du pont de commandement, les enquêteurs ont trouvé les murs brûlés en noir. Les impacts sont trop précis pour être des tirs amis. Et le long du sol, des empreintes de bottes, de la taille d'une armure électrique. Elles partaient du pont vers la coque extérieure et se terminaient par un sigle brûlé, une flamme stylisée entourant un crâne. Les enregistrements picturaux récupérés sur ce navire ont été examinés, cryptés et enterrés sous des couches de paperasserie. Mais certains les ont regardés. Ce qu'ils ont vu, c'est ceci. Une incursion démoniaque déchirant les ponts inférieurs. Des voix hurlant en binaire et en gothique. Puis, une lumière irréelle s'épanouit dans le vide. Des formes s'en dégagent. Des marines en armure baroque. Des flammes léchant leur corps. L'un d'eux brandit un pistolet d'assaut et tira. Les balles explosèrent avec une force psychique, réduisant les démons en cendres et en vapeur. Un autre brandit une lame qui scintillait comme du verre d'obsidienne, fendant une bête de guerre en deux d'un seul coup. Pas d'indicatif d'unité, pas d'héraldique au-delà de cette flamme brûlante, pas de réponse aux Vox Command. Et après la bataille, rien. La Légion a disparu. Toutes les tentatives pour les retrouver ont échoué. Aucun chapitre connu ne les revendique. Leur armure ne correspond à aucun modèle enregistré,
bien qu'elle présente d'anciennes similitudes avec les combinaisons Mark IV de l'époque de la Grande Croisade, mais elle est dégradée, altérée, brûlée. Certains ont essayé de les classer comme des fantômes de distorsion, des manifestations de l'esprit de la machine sous une pression extrême. D'autres pensent qu'il s'agit des derniers vestiges du chapitre des Faucons de Feu, que l'on croyait perdu dans le Warp il y a bien longtemps. Mais leur présence est réelle. Trop de comptes s'alignent. Trop d'images convergent vers les mêmes chiffres impossibles. Trop de batailles tournent, non pas en fonction d'une stratégie ou d'un renforcement, mais d'une intervention. Une légion née du vide, flamboyante et silencieuse. Les voxlogs de ceux qui en sont témoins se ressemblent étrangement. Il y a quelque chose ici. Ce ne sont pas des démons. Je pense qu'ils nous sauvent. Et puis toujours, ils sont partis. Il n'y a plus de contact après. Pas de voix, pas d'instruction. La Légion ne s'attarde pas. Elle ne nettoie pas, ne reconstruit pas, ne pleure pas. Elle apparaît, se bat et disparaît. Même leurs blessures ne saignent pas. Ils se déplacent comme des souvenirs, à moitié vus, à moitié crus. Certains prétendent entendre des chuchotements lorsque la Légion se bat à leur côté. Pas des mots, des noms. Comme si les morts parlaient à travers les armures en feu. Comme si la Légion portait les voix de ceux qui ont été oubliés. En fin de compte, la question n'est pas de savoir d'où ils viennent, mais pourquoi ils viennent. Et ce qui brûle sous cette armure noircie, la flamme, la vengeance ou quelque chose de bien plus ancien. Pour l'instant, seul le feu répond. Et ils parlent en silence. On leur donne de nombreux noms. La Légion des damnés, les perdus, les Fireborn. Pour certains, ce sont des anges de la vengeance. Pour d'autres, des cauchemars sous la forme de Space Marines. Mais à travers chaque récit chuchoté, chaque enregistrement vox brisé, chaque souffle de mort enregistré dans le silence des vaisseaux à la dérive, une chose fait l'unanimité. Ils brûlent. Ce n'est pas le feu de la combustion. Ce n'est pas la flamme sacrée du prométhium béni d'un flambeur. C'est autre chose. Un feu qui ne consume pas, mais qui hante. Ils s'accrochent à leur armure, dansent à travers les lentilles creuses de leurs yeux et scintillent autour de leur bolter comme un voile de vengeance. C'est un feu qui n'appartient pas au monde matériel. Il leur appartient. Et ceux qui ont vu la Légion n'oublient pas. Les récits sont incohérents. C'est la première vérité que tout inquisiteur ou archiviste de l'Adeptus Mechanicus révélera. Il n'y a pas deux rapports identiques. Certains décrivent une escouade complète, 10 guerriers en formation parfaite, leurs mouvements étrangement synchronisés, sans jamais parler, sans jamais hésiter. D'autres jurent qu'il n'y en avait qu'un, une silhouette imposante qui émergeait des flammes, traversait les murs et terrassait les démons à l'aide d'une lame qui chantait sans bruit. Certains disent que ce sont des Space Marines, des Adeptus Astartes, portant d'anciennes armures, bénis par des reliques inconnues. Leurs formes correspondent au design des combinaisons d'avant l'hérésie, bien qu'elles soient toujours noircies, marquées, brûlées par quelque chose de plus que la bataille. D'autres insistent sur le fait qu'ils ne sont pas vivants du tout, que sous l'armure, il n'y a rien, que les casques ne cachent que des flammes, des os ou des espaces vides remplis de rage. Un membre de l'équipage du vaisseau en détresse, Emperor's Solace, a décrit la Légion dans sa dernière transmission Vox. Elles ont traversé le feu, pas comme des hommes, comme des souvenirs rendus solides. Je ne pouvais pas entendre leurs pas. Le vaisseau hurlait, le champ de Geller avait disparu, et ces choses, ces guerriers, étaient juste là. Les bolters rugissaient, tout le reste avait disparu, et je pense qu'ils ne tiraient pas sur les démons, ils les jugeaient. Une autre survivante d'un monde minier déchiré par un culte de cornes a offert un point de vue différent. Elle était une Medicae,
coincée dans une chapelle, récitant ses rites de mort. Les murs ont fondu autour d'elle. Du sang coulait des plafonds. Et puis la pièce est devenue froide. Pas vide, froide. Elle se retourna et vit une silhouette enveloppée de fumée dont l'armure portait un sigle qu'elle ne reconnut pas, un crâne enflammé. Elle s'est évanouie. À son réveil, la chapelle était intacte. Le sang avait disparu. Les cultistes étaient morts. Et sur le sol, quelqu'un avait gravé un seul mot dans la pierre. Serment. Pas de pas, pas d'explication. Juste ce mot, impossible à prononcer. Certains insistent sur le fait que la Légion est elle-même un démon, une créature du Warp, peut-être même une faction non alignée d'esprit de la vengeance, née de l'angoisse psychique de l'Imperium. Après tout, ils défient la logique. Ils se manifestent de nulle part. Ils ne laissent aucune trace. Leurs armes ne laissent pas de douille. Leurs armures ne portent pas d'héraldique autre que le sigle de la flamme. Ils ignorent les voxels. Ils ne parlent pas. Ils disparaissent lorsque le combat est terminé. Mais les démons se nourrissent. Les démons tentent. La Légion ne fait ni l'un ni l'autre. Elle ne prêche pas. Elle ne corrompt pas. Ils frappent et disparaissent. Les démons sèment le désordre. La Légion apporte le jugement. Certains ont essayé de communiquer avec eux. Des bibliothécaires ont tenté d'entrer en contact avec les esprits qui se cachent derrière les casques enflammés par des moyens psychiques au cours de la bataille. Les résultats sont toujours les mêmes. Douleur, l'électricité statique, le silence. Un bibliothécaire des Storm Wardens a enregistré un seul mot avant de s'effondrer, brûlé dans la page sur laquelle il écrivait en plein combat. Restant. Qu'est-ce que cela signifie? Le chapitre des Faucons de Feu a été déclaré perdu il y a des siècles. On pense qu'il a péri dans une anomalie de distorsion au cours d'une croisade dans les Ghoul Stars. Certains pensent que la Légion les a retrouvés, ou ce qu'il en reste. D'autres soupçonnent quelque chose de plus sombre, que les Firehawks sont devenus quelque chose d'autre dans le Warp. Ils ont brûlé, mais ne sont pas morts. Qu'ils se sont souvenus de la raison pour laquelle ils se sont battus, mais qu'ils ont oublié comment vivre. Ce qui a émergé n'était pas un chapitre, mais un spectre de ce qu'était un chapitre. Vengeance, armure donnée, le feu sous sa forme. Et où qu'ils aillent, ils ne laissent aucun message, pas de bannière, pas de voix, seul le silence et de cendres. Ils ne demandent pas de remerciements. Ils ne s'attardent pas sur les louanges. Ils ne demandent pas l'absolution. Ils viennent quand on a besoin d'eux, et seulement à ce moment-là. Et toujours, lorsque l'espoir disparaît et que les lumières commencent à faiblir, le feu revient. Bien avant que les légendes de la Légion des Damnés ne se répandent dans les coins les plus sombres de l'Imperium, un nom était inscrit dans les registres officiels de l'Adeptus Astartes, les Faucons de Feu. Il n'était pas un chapitre obscur. Il n'était pas oublié. En leur temps, les Faucons de Feu étaient des guerriers féroces et nobles, zélés et vêtus d'armures aux couleurs de flamme, connus pour leur dévouement à la volonté de l'empereur et leur poursuite incessante des ennemis de l'humanité. Ils ont servi avec distinction dans des douzaines de campagnes, et leur ferveur a brûlé plus fort que la plupart des autres. Mais même une étoile qui brille de tous ses feux peut rapidement sombrer dans l'ombre. Cela s'est passé pendant la Fondation Maudite, une époque marquée par d'étranges disparitions et des anomalies génétiques. Les Firehawks avaient effectué un saut en distorsion en direction du sous-secteur Crow's World, où ils devaient participer à la purge d'un soulèvement hérétique. Leur flotte est entrée dans l'Immaterium en respectant tous les protocoles. Tous les systèmes sont au vert. Aucune perturbation psychique n'a été signalée. Les champs gélaires se sont enclenchés sans erreur. Tout s'est déroulé dans les règles de l'art. Et puis, ils sont partis. Pas d'arrivée, pas de vox final, pas de débris. L'Adeptus Terra déclara la flotte perdue haut la main.
Le nom du chapitre fut placé dans les archives commémoratives, son monde d'origine et ses successeurs réaffectés. Aucune enquête n'a suivi. Dans la galaxie, les pertes par distorsion ne sont pas rares. Des chapitres disparaissent, des flottes disparaissent, l'impérium perdure. Mais ce n'était pas fini. Quelques années plus tard, des appels de détresse ont commencé à résonner dans la frange orientale, fragmentés, déformés, presque inintelligibles. Dans ces appels, une phrase revenait sans cesse. « La flamme brûle encore ». Les signaux étaient faibles, comme s'ils étaient transportés non pas par des moyens traditionnels, mais par le warp lui-même. Les prêtres techniciens les considéraient comme des échos, des données malveillantes, mais d'autres ont écouté. Les bibliothécaires ont analysé la fréquence. La voix était déformée, recouverte d'interférences vox statiques et psychiques, mais reconnaissable. Elle portait la cadence d'un Astartes. Et puis, il y a eu les rapports. Des guerriers étranges, vêtus d'armures brûlées, ont été aperçus émergeant d'éclairs de distorsion lors d'incursions démones. Pas d'insigne, aucune marque. Seulement l'emblème du crâne brûlant, qui clignote comme une bougie dans l'obscurité. Ils se battaient avec une précision brutale. Ils ne posaient aucune question. Ils ne donnaient aucun ordre. Et lorsque la bataille a pris fin, ils ont disparu, laissant derrière eux des traces de pas noircis et un silence qui pesait plus lourd que la mort. Dans chaque cas, l'analyse de leurs armures a révélé des similitudes avec les armures originales, Mark IV et Mark VI des Firehawks, fortement modifiées, roussies et augmentées au-delà de la conception standard. La peinture, là où elle subsistait, évoquait des rouges et des ors, depuis longtemps noircis par les épreuves qu'ils avaient endurées. La théorie a rapidement émergé parmi les archivistes de l'Ordo Malleus et les inquisiteurs les plus audacieux. Les faucons de feu ne sont pas morts dans le warp. Ils ont changé. Quelque chose s'est produit au cours de ce saut maudit. Quelque chose qui a brisé les lois de l'espace et de l'esprit. Le warp ne se contente pas de tuer. Elle remodèle, elle reflète. Un vaisseau perdu dans ces marées ne disparaît pas. Il devient une toile pour la folie. Le temps se déforme. L'identité s'effiloche. Mais que se passe-t-il si la volonté est assez forte? Et si l'objectif d'un chapitre était plus fort que le déclin de la réalité? Et si les Firehawks, pris dans les mâchoires de l'immatérium, refusaient d'oublier qui ils étaient? Les archives le suggèrent. Les appels de détresse déterrés plus tard des bouées vox de l'espace profond contenaient des messages brouillés, des fragments de chants, des litanies de bataille, des mots de colère et de feu. Toujours à moitié terminés, toujours prononcés par des voix qui semblaient brûler de l'intérieur. Un appel, enregistré à la limite de Jericho Reach, s'est terminé par un vœu simple. Nous ne mourrons pas, nous brûlons. Les survivants de rencontres avec la Légion des damnés disent souvent avoir entendu ces mots, non pas avec leurs oreilles, mais dans leur esprit. Comme si la Légion ne parlait plus à voix haute, mais en écho. Ce n'est pas une communication, mais une mémoire, une blessure psychique sous la forme d'un chapitre. S'il s'agit des Firehawks, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils sont devenus quelque chose de plus, ou quelque chose de moins. Ils se battent toujours pour l'empereur, mais d'une manière qui déconcerte même les fidèles. Leur présence apporte la victoire, mais aussi le chagrin. Le feu qu'ils portent n'est pas chaud. C'est le feu du jugement, d'une colère sans pitié. Certains murmurent que leur transformation n'est pas un accident, mais une punition. Que les faucons de feu ont été choisis pour servir de réceptacle à la vengeance, non pas par le chaos, mais par l'empereur lui-même. D'autres pensent qu'ils ont été trahis dans le cadre d'un ancien pacte, que leur sacrifice a été enterré par une bureaucratie
qui n'osait pas admettre ce qu'elle avait fait. La vérité, comme toujours, est noyée dans le warp. Il ne reste que des ombres, des chuchotements et le feu. Il clignote sur les champs de bataille sans crier gare. Elle grave les noms des morts sur les murs des cathédrales brisées. Elle marque les sceaux de pureté de sigles qu'aucun lexique ne reconnaît. Elle hante les souvenirs des survivants qui ne pourront jamais expliquer pourquoi ils ont été sauvés. Les Firehawks ont peut-être disparu, mais quelque chose a brûlé pour revenir. L'Imperium ne prie pas pour des miracles, il les exige. Dans une galaxie en perpétuelle flamme, où la survie se mesure en minutes et où la lumière de l'Empereur vacille derrière des marées de ténèbres, chaque soldat apprend la sinistre arithmétique du sacrifice. Dans un tel endroit, l'espoir n'est pas une vertu, c'est un handicap. Et pourtant, au plus profond du désespoir, lorsque l'abîme se creuse et que les murs s'effondrent, quelque chose répond. Ils arrivent enveloppés de fumée, couverts de silence, brûlants. La légion des damnés apparaît lorsque tout espoir est perdu. Pas avant, pas pendant, mais précisément lorsque la dernière ligne faiblit, lorsque la retraite n'a plus de sens et que la mort n'est plus une possibilité, mais une certitude. Ce ne sont pas des renforts. Ils ne sont pas convoqués. Ils arrivent comme s'ils étaient attirés par le désespoir, comme si ce dernier souffle de désespoir était une flamme que seuls pouvaient voir. Ces histoires sont nombreuses, mais l'une d'entre elles revient sans cesse dans les archives impériales. Un massacre transformé en miracle sur le monde de la mort de Gravius Ultima. Les 88e janissaires maccabéens avaient été envoyés à Gravius Ultima pour renforcer un sanctuaire en ruine assiégé par un hôte de guerre démoniaque de Tzench. Le ciel saignait de flammes magenta. Le sol se fendit de tremblements non naturels. Les défenseurs, privés de soutien orbital, étaient pris au piège dans la forteresse cathédrale de Saint-Relum's Ashes. Au 4e jour, les protections de Geller se sont fissurées. La noosphère fut inondée de static warp. Les démons envahissaient les murs extérieurs, des choses gibbeuses avec des yeux à la place de la langue et des ailes faites de parchemin hurlant. Les défenseurs se battaient avec une discipline fanatique, mais chaque heure les rapprochait de l'anéantissement. La dernière transmission Vox était à peine audible, noyée dans les parasites et empreinte de désespoir. Ils sont à l'intérieur. La lumière faiblit. Empereur, sauvez-nous. Puis, silence. Et puis, la flamme. Non pas le feu sauvage et chaotique de la guerre démoniaque, mais un brasier mesuré et discipliné. Les images récupérées d'un seul cerveau-skull survivant, ses lentilles à moitié fondues, son noyau de mémoire corrompu, montraient la scène. La nef principale de la cathédrale, étouffée par les cadavres et les bancs brisés, soudainement inondée d'un feu sans lumière. Ils en sortirent, des silhouettes en armure noire, enveloppées d'une chaleur qui ne brûlait pas, avançant en silence. Leurs bolters parlèrent les premiers, chaque tir étant ponctué d'explosions de matière warp qui ne s'estompaient pas, mais s'enfuyaient. Les démons, en pleine furie, reculèrent comme s'ils étaient frappés par un souvenir oublié. La Légion se déplaçait avec une précision peu naturelle. Ils ne visaient pas, ils savaient. Chaque coup de bolt trouvait un cœur. Chaque coup de lame tranchait plus que la chair. Ils tranchaient l'existence. Leurs armes brillaient de runes que l'on ne trouve dans aucune archive du Mechanicus, et leurs mouvements semblaient résonner d'un rythme qui n'était pas de ce monde. La bataille, si on peut l'appeler ainsi, s'est terminée en quelques minutes. Les démons n'ont pas fui. Ils se sont effondrés. Les survivants, si on peut les appeler ainsi, ont été retrouvés quelques jours plus tard par une force de secours de l'Adeptus Sororitas. Des 3000 janissaires d'origine, il n'en restait que 29. La plupart d'entre eux étaient trop brisés pour parler.
Ceux qui le pouvaient se contentaient de montrer du doigt le sol brûlé de la cathédrale, où la pierre avait fondu pour prendre la forme d'un crâne enveloppé de flammes. Pas de voix, aucune explication, aucun survivant de la Légion elle-même, seule la délivrance. Telle est la nature de leur arrivée. La Légion des damnés ne se bat pas pour la gloire ou le territoire. Elle ne tient pas le terrain. Elle ne poursuit pas. Son objectif n'est pas stratégique. Il s'agit d'une intervention chirurgicale. Il frappe comme la foudre, non pas dans le but de remporter la victoire, mais avec la précision du jugement. Là où les démons surgissent, où l'hérésie s'envenime, où les derniers défenseurs de l'impérium se préparent à l'extinction, la Légion descend. Et leurs armes sont plus que des outils. Ce sont des symboles, des bolteurs qui ne s'enrayent pas, des lames qui traversent aussi bien les armures que les illusions, des flammes qui enflamment non pas le carburant, mais la vérité. Certains théoriciens de l'Inquisition affirment que ces armes ne sont pas matérielles du tout, mais des projections psychiques façonnées par la volonté de la Légion. Ce qui blesse le Warp doit naître de quelque chose de plus que de la céramite et du prométhium. Leur précision est légendaire, non pas parce qu'ils visent bien, mais parce qu'ils ne ratent jamais leur cible. C'est comme si le concept même d'échec refusait d'exister entre leurs mains. Les démons défont les mondes, mais face à la Légion, ils s'étiolent. Ce n'est pas un concours. Ce n'est même pas une bataille. Il s'agit d'une correction. Et pourtant, une fois la menace écartée, ils le sont aussi. La Légion ne reconstruit pas. Elle ne reste pas pour soigner ou assister. Au moment où le dernier ennemi tombe, le feu s'éteint. Les silhouettes noires vacillent à la limite de la vision et disparaissent. Elles ne laissent aucun corps, pas d'épave, aucune trace. Seulement les conséquences. Pour ceux qui survivent, l'expérience n'est pas une bénédiction. C'est un bilan. Beaucoup tombent à genoux. Certains deviennent fous. Quelques-uns, trop peu, vivent assez longtemps pour être interrogés, enregistrés et rejetés. Mais tous les contes se terminent de la même manière. Ils sont venus quand c'était fini, quand nous avons eu fini, et ils l'ont brûlé. Lorsque les flammes s'éteignent, que les démons disparaissent et que le ciel cesse de saigner, il y a un moment de silence. Un silence qui ne naît pas de la paix, mais du vide. C'est à ce moment-là que la Légion des damnés s'en va. Pas de cérémonie, pas de reconnaissance, aucune trace, si ce n'est les sols noircis où leurs bottes se sont posées et la chaleur persistante dans l'air, comme une blessure qui refuse de se refroidir. Ils ne restent pas pour reconstruire. Ils ne parlent pas à ceux qu'ils ont sauvés. Il n'existe aucun enregistrement d'un seul légionnaire prononçant un mot à l'intention des vivants. Aucun remerciement n'est accepté. Aucun ordre n'est donné. Leur délivrance est rapide, complète et absolue. Et leur silence est définitif. Et pourtant, malgré toutes leurs interventions, malgré leur salut apparemment miraculeux, quelque chose de plus sombre s'accroche à leur passage. Une malédiction. Les personnes sauvées par la Légion ne vivent souvent pas longtemps après. Le phénomène n'est pas absolu, mais il est suffisamment constant pour perturber même les commandants impériaux les plus endurcis. Des régiments épargnés par la Légion sont ensuite décimés dans des conflits sans rapport avec elle. Les vaisseaux guidés à travers les tempêtes de distorsion par leur présence subissent des défaillances catastrophiques quelques jours plus tard. Les planètes purgées de l'infestation démonique tombent dans la rébellion, la peste ou le désastre psychique en l'espace de quelques mois. Certains parlent de coïncidence. Après tout, la galaxie est implacable dans son hostilité. Peu de gens survivent longtemps, quelles que soient les circonstances. Mais il existe un modèle, et il fait froid dans le dos à ceux qui le reconnaissent. La malédiction ne s'annonce pas. Elle n'arrive pas à feu et à sang. Elle s'attarde. Une obscurité qui suit,
subtile et cruelle. Certains survivants décrivent un poids dans leurs rêves, des visions de feu auxquelles ils ne peuvent échapper, des yeux brûlants derrière des casques oubliés. D'autres perdent leur voix, d'autres perdent la volonté de se battre. Des unités entières se lancent dans la bataille avec le regard éteint de ceux qui ont déjà vu leur fin. Sur les restes brûlés du bastion Orias, après que la Légion soit intervenue pour stopper une incursion démone, les derniers défenseurs ont été retrouvés quelques jours plus tard, tous morts, leurs corps intacts, leurs armes chargées, aucune blessure visible. Ils s'étaient simplement arrêtés, pas de lutte, aucun signe d'attaque. Juste une armée qui avait cessé de respirer. Un drone détecteur psychique, laissé en marche par l'Adeptus Mechanicus, a enregistré une énergie résiduelle qui a pulsé comme un battement de cœur mourant pendant exactement 1 heure après la disparition de la Légion. Et puis plus rien. Ceux qui parcourent les champs de bataille après le passage de la Légion font état de phénomènes inhabituels. Des empreintes de pas brûlantes qui ne se refroidissent jamais. Des motifs de cendres formant les vagues contours d'une écriture inconnue. L'air porte l'odeur de l'encens sanctifié, mélangé à un léger soupçon de cendre. Le temps lui-même semble fracturé. Les montres tournent au ralenti, les ombres s'étirent mal, les voix résonnent avant d'être prononcées. La miséricorde de la Légion est réelle. Ils sauvent des vies. Ils mettent fin à des horreurs que personne d'autre ne peut commettre. Mais ce qu'ils laissent derrière eux n'est pas la paix. Il s'agit d'une suite. Et dans cet après-coup, quelque chose s'accroche aux survivants, comme la fumée d'un bûcher, visible seulement rétrospectivement, compris seulement quand il est trop tard. C'est comme si le fait d'être sauvé par la Légion ouvrait quelque chose, une fissure, une marque, un coup, et ils n'expliquent jamais. Ils n'avertissent jamais. Ils n'offrent pas de clarté. La Légion ne demande pas de remerciements et ne donne pas de réponse. Elle vient, elle brûle, et elle s'en va. Leur silence n'est pas humble, il est délibéré, comme si parler pouvait les défaire, comme si la vérité de leur existence était trop fragile pour les mots. Il existe des récits, enfouis dans les voûtes de l'Ordo Obsoletus, de capitaines qui ont tenté de les suivre, des commandants navals qui ont ordonné à leurs vaisseaux de suivre les éclairs de distorsion laissés dans leur sillage. Tous ont été perdus, pas au feu, pas au combat, mais à la disparition. Leurs noms ont été expurgés, leurs missions ont été effacées, leurs vaisseaux enregistrés comme disparition anormale. L'Imperium n'est pas aveugle à cela. Il reconnaît la malédiction de la Légion, même s'il refuse de la nommer. Les grands seigneurs débattent de leur nature dans des sessions scellées. Les prêtres techniciens analysent chaque surface brûlée. Les astropathes rapportent des rêves empreints de feu et d'acier. Mais personne ne les arrête. Comment pourrait-il le faire? Lorsque les démons s'élèvent et que la dernière ligne s'effondre, la Légion arrive quand même. La malédiction n'a pas d'importance à ce moment-là. Ce qui compte, c'est le moment présent. Ce qui compte, c'est la survie. Et en fin de compte, c'est ce que la Légion offre. Un moment, un sursis, un feu qui brûle la damnation, puis s'en va, ne laissant rien d'autre que des pierres noircies et un silence trop lourd pour être nommé. Ainsi, lorsque les cendres se déposent et que les blessés cherchent leur sauveur, ils ne trouvent que l'absence. Pas de bannière, pas de douille de Bolter, pas de corps, juste de la terre brûlée, juste la silhouette d'une botte encore fumante. Et dans l'air, le murmure d'une présence qui n'est pas censée rester. Une grâce accordée, un prix inconnu, et toujours le feu. Ils apparaissent enveloppés de feu, leurs silhouettes imposantes, leurs armures noircies par la suie et la mémoire. De loin, ils ressemblent aux Space Marines, ces anges de la mort forgés par l'empereur, mais de près,
quelque chose ne va pas. Leur armure émet une lueur interne, qui ne provient pas de blocs d'alimentation ou de bobines de plasma, mais de la céramite elle-même, comme si chaque plaque contenait les braises d'un soleil mourant. Leurs yeux brûlent comme du charbon, rouge-orange, inébranlables, sans pupille ni humanité. Et pourtant, malgré tout leur éclat, ils ne parlent pas. La Légion des damnés se bat en silence. Il n'existe pas un seul enregistrement vocal, pas une seule rencontre auditive directe où l'un d'entre eux ait prononcé une parole. Ils n'aboient pas d'ordre. Ils ne prononcent pas de serment de guerre. Ils ne répondent pas aux appels, aussi terribles soient-ils. Même entourés, même appelés par leur nom, ils restent muets. Ce silence n'est pas le fruit d'un dysfonctionnement. Il n'est pas tactique. Il est total. Nombreux sont ceux qui ont essayé de la briser. Dans des centaines de zones de guerre, les commandants ont émis des ordres permanents pour tenter de communiquer avec la Légion lorsqu'elle apparaît. Ces ordres vont des protocoles d'identification tactique standards aux appels personnels désespérés. Certains commandants ont même laissé tomber leurs armes, tendu les bras et imploré, supplié. Un signe de tête, un simple mot de confirmation que les guerriers en flammes devant eux sont des alliés. Ils ne reçoivent rien. Une escouade d'ultramarines a tenté une fois de se synchroniser en liaison directe lors d'une observation de la Légion dans le creux d'Oron. Ils ont acheminé leur signal crypté à travers des tours Vox, des liaisons ascendantes noosphériques et des relais psychiques, chaque canal ayant été méticuleusement nettoyé. Le signal a été émis. Il était puissant, propre, respectueux. La réponse? Statique. Pas de statique confuse et corrompue, mais un silence intentionnel, comme si la Légion avait entendu et choisi de ne pas répondre. Qu'est-ce qu'ils sont alors? Sont-ils possédés? Rachetés? Quelque chose d'autre? Cette question taraude l'Ordo Malleus depuis des générations. D'un côté, ils combattent les démons avec une efficacité qui rivalise avec celle des chevaliers gris. D'autre part, ils défient tous les protocoles. Leurs origines sont introuvables. Leur présence coïncide avec des distorsions de la réalité. Leur armure porte des marques inconnues dans la base de données héraldique impériale actuelle. Chaque théorie s'accompagne de son lot d'incertitudes. Certains inquisiteurs pensent qu'il s'agit de projections de psycheurs, de fragments d'âme d'Astarte morts depuis longtemps, maintenus ensemble par la volonté et la vengeance. D'autres suggèrent qu'ils sont contaminés par la distorsion, mais en quelque sorte inversés, non pas des esclaves des dieux du chaos, mais des guerriers qui ont échappé à la damnation en devenant son miroir. Quelques-uns murmurent qu'ils ne sont pas du tout des guerriers, mais des péchés, des actes de trahison, de miséricorde ou de colère, auxquels le jugement de l'empereur a donné forme. Ces théories s'appuient sur le fait que les apparitions de la Légion ont souvent lieu sur des sites d'échecs profonds, des mondes abandonnés depuis trop longtemps, des forces trahies, des serments rompus. La Légion n'arrive donc pas pour sauver, mais pour corriger. Les tentatives de compréhension de leur silence vont encore plus loin. Les bibliothécaires ont essayé les contacts psychiques. Toutes les tentatives ont échoué. Lors de la défense de Sanctus Reach, un psycheur des chevaliers gris d'un rang considérable a tenté de parler directement à l'un des guerriers de la Légion. L'espace d'un instant, le légionnaire se tourna vers lui, les yeux plus brillants, et sa position se figea au milieu du mouvement. La bibliothécaire s'est effondrée en hurlant. Non pas sous l'effet de la douleur, mais sous l'effet d'une clarté écrasante. Il n'était pas mort. Il n'est pas devenu fou. Il n'a tout simplement plus jamais parlé. Ses derniers mots écrits, griffonnés sur une ardoise de données avant que sa langue ne s'éteigne, étaient les suivants. Ils ne sont pas silencieux.
Ils se souviennent. On ne sait pas ce que cela signifie. Le Mechanicus a essayé une autre voie. Sur de nombreux champs de bataille, des servosculls et des moteurs logiques ont été envoyés pour enregistrer les données audio, visuelles et thermiques de la présence de la Légion. Les résultats sont déconcertants. Toutes les images montrent la Légion se déplaçant dans un silence parfait, mais les environnements réagissent comme si le son était présent. La poussière s'éparpille sur le sol comme si des bottes s'étaient écrasées. Les douilles rebondissent, puis disparaissent. Les flammes sont plus vives là où la Légion marche. Et toujours, les lentilles des yeux brûlent, sans sourciller, profondément. Pas des lumières vacillantes, mais des flammes constantes, comme des fenêtres jumelles dans une fournaise. Certains pensent que cette flamme est symbolique. D'autres affirment qu'elle est la source de leur silence. Un signal que ce qui se trouve dans cette armure ne parle pas, parce qu'il n'est pas vivant, au sens où nous l'entendons. La vérité reste insaisissable. Ils agissent avec précision. Ils se battent avec l'efficacité de vétérans. Leur silence n'est pas de l'indécision, c'est de la discipline. Il n'y a rien de chaotique dans leur attitude, rien de sauvage dans leurs coups. Ils ne tuent pas avec rage, mais selon un rituel. Ils se déplacent comme des soldats, suivant des ordres anciens gravés dans leur être. Et lorsque les combats se terminent, ils n'attendent pas de remerciements. Ils ne cherchent pas à être validés. Ils se retournent, souvent à l'unisson, et disparaissent dans la fumée, le feu ou l'ombre, ne laissant derrière eux que le sigle brûlé. Un crâne en feu, un souvenir, pas un message, un silence qui en dit plus long que n'importe quelle voix. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas parler, mais parce que ce qu'ils étaient ne peut plus être dit à voix haute. L'Ecclésiarchie ne prétend pas comprendre la Légion des damnés, mais elle la revendique tout de même. Dans les sermons prononcés depuis des chairs fissurées par les bombardements, dans les voxcasts transmis depuis des sanctuaires en orbite, les fidèles parlent de la Légion comme de manifestation divine. Le feu vengeur fait chair. Pour eux, ces guerriers spectraux ne sont pas les vestiges d'un chapitre perdu ou des anomalies psychiques. Ce sont des instruments sacrés de la volonté de l'empereur, avatars de la colère, ces anges brûlants. La preuve, selon eux, ne réside pas seulement dans les actes de la Légion, mais dans ce qui suit leur départ. Le champ de bataille peut être en ruine, tranchées effondrées, forteresses écrasées, cendres et ruines s'étendant d'un horizon à l'autre. Mais il y a toujours, un endroit intact, une chapelle, une statue, une cathédrale en ruine dont l'autel brille encore faiblement sous la suie. Dans des dizaines de cas, les enquêteurs impériaux ont enregistré des sites purgés de toute présence démoniaque, où les seules structures restées debout sont celles de la foi. Des cathédrales partiellement consumées par le feu brillent aujourd'hui, intactes, au centre de villes brûlées. Les vitraux représentant les triomphes de l'empereur brillent dans l'air taché de suie sans être endommagés. Des bougies, fondues depuis longtemps, se dressent, non brûlées. Pour l'Ecclésiarchie, il s'agit d'une intention divine. Ces sanctuaires intacts deviennent des lieux de pèlerinage, marqués non pas par un décret officiel, mais par l'instinct. Les sœurs de combat construisent des reliquaires autour des sols brûlés. Les prêtres s'agenouillent dans une révérence silencieuse. Personne ne parle du comment ou du pourquoi. Ils croient simplement. D'autres, en revanche, racontent une histoire différente. Parmi certains ordres de l'Inquisition et les psycheurs philosophes de la Scholastia Psychana, une théorie a pris racine. La Légion des damnés n'est pas réelle au sens conventionnel du terme. Qu'ils ne sont pas des guerriers, mais des phénomènes, fantômes de distorsion. Des manifestations nées non pas d'un commandement ou d'une création, mais d'une croyance collective.
À travers l'impérium, des milliards de personnes crient leur désespoir. Lorsque les armées tombent et que les champs de Geller s'effondrent, c'est la foi qui brûle le plus. Et si cette foi, brute, non filtrée et psychique, avait pris forme? Et si la Légion était la réponse non pas de l'empereur, mais de l'humanité elle-même? Un miroir qui renvoie la forme du salut, enveloppé de feu, forgé dans la peur, réel, seulement parce qu'ils doivent l'être. Cette théorie est une hérésie, bien sûr, dangereuse, mais dans une galaxie où les saints brillent, où les rêves se confondent avec la réalité et où le silence peut parler plus fort qu'une voix, elle ne peut être écartée. Parce que la Légion vient quand les prières s'épuisent, parce qu'ils laissent derrière eux plus que des cendres. Ils laissent un caractère sacré. Qu'il s'agisse d'anges ou d'échos, de flammes ou de fantômes, une vérité demeure. La foi qu'ils laissent derrière eux est incontestée. Ils ne parlent jamais. Ils ne s'attardent jamais. Et pourtant, lorsque la Légion des damnés disparaît, elle laisse derrière elle quelque chose de bien plus lourd que le silence, le chagrin. Les aumôniers sont les premiers à le ressentir. Hommes de dévotion endurcis, blindés de dogmes et de rituels, entraînés à guider les âmes des guerriers, ils ne peuvent expliquer ce qui les submerge après le départ de la Légion. Ce n'est pas la peur du warp ou le traumatisme de la bataille. C'est autre chose. Une douleur silencieuse, un poids derrière les yeux, comme si le chagrin de quelqu'un d'autre avait pris racine en eux. Un moment où la victoire a un goût de cendre. Parmi les théories qui entourent la Légion des damnés, peu sont plus persistantes ou plus glaçantes que celle-ci. Ils brûlent parce qu'ils ont péché. Ce point de vue, souvent défendu dans les rangs les plus sévères de l'ecclésiarchie et de certains inquisiteurs puritains, prétend que la Légion était autrefois un Astarte loyal qui a failli à ses obligations envers l'empereur. Ils ont peut-être abandonné un poste. Peut-être se sont-ils détournés d'un monde dans le besoin. Peut-être ont-ils faibli, ne serait-ce qu'un instant, et dans cette hésitation, la damnation les a emportés. Leur punition est le service éternel, pas de parole, pas de paix, pas de rédemption, seulement le feu, seulement le silence, seule la guerre. Ils sont, dans ce récit, une pénitence vivante. Leur armure noircie, les flammes qui les enveloppent, l'icône du crâne qui les marque, ne sont pas des symboles d'honneur, mais des rappels de ce qui a été perdu. Ils ne parlent pas parce qu'ils n'en ont pas le droit. Ils ne restent pas parce qu'ils ne sont pas censés rester. Ils ne viennent qu'au bord de l'extinction pour tirer les autres du gouffre qui les a engloutis, puis disparaissent avant que quiconque n'ose demander ce qu'ils étaient. Mais une autre croyance persiste dans les espaces chuchotés, portés par les aumôniers et les guerriers qui se sont tenus à la place de la Légion. Ces voix disent « Non, ils ne brûlent pas parce qu'ils ont péché. Ils brûlent parce qu'ils se souviennent, parce qu'ils portent quelque chose qui ne peut pas être dit. Les souvenirs de ce que l'impérium était autrefois. Une vision plus brillante, une guerre plus pure, une vérité longtemps enfouie sous des siècles de pourriture et de bureaucratie. Peut-être que la Légion n'a pas été maudite pour son échec, mais qu'elle a été accablée par le savoir. Peut-être savent-ils ce que l'empereur désirait vraiment, et se battent-ils non pas par damnation, mais par une dévotion qui ne peut pas mourir. Dans cette lumière, le feu n'est pas une punition, mais un chagrin. Le silence n'est pas de la honte, mais de la révérence. Ils ne parlent pas parce qu'il n'y a pas de mots pour ce qu'ils ont enduré, pour ce qu'ils portent. Leur guerre est une guerre du souvenir, pas de la vengeance. Après chaque observation, les aumôniers rapportent des rêves, des visions de champs de bataille embrasés, de guerriers agenouillés dans les flammes, de noms murmurés sans bouche. Ils se réveillent avec des larmes qu'ils ne peuvent expliquer.
Certains ont l'impression d'avoir été observés mais pas jugés. D'autres jurent avoir entendu des voix, non pas avec des oreilles, mais au plus profond de leurs pensées. Des noms, des serments, des regrets, des souvenirs qui ne leur appartiennent pas. Elles laissent derrière elles bien plus que des pierres brûlées et une victoire. Ils laissent des échos, des répliques émotionnelles qui rendent les survivants introspectifs, incertains, silencieux. La Légion sauve des vies, mais ce faisant, elle ouvre quelque chose chez ceux qu'elle touche. Un aperçu d'un feu qui ne meurt jamais. Un feu qui n'est pas la rage, mais la perte. Et c'est peut-être la vérité. Peut-être sont-ils condamnés non par le péché, mais par la mémoire. Et le feu est éternel.